moi, mon travail consiste à faire de la médiation scientifique, c'est-à-dire de faire un lien entre la recherche, la science et le grand public. Et ça, c'est compliqué, justement. Le problème, c'est la rencontre. Trouver des médias, des moyens de faire se rencontrer le public, quel qu'il soit, et la science. Donc effectivement, spontanément, on ne penserait pas forcément à l'art. Or, il y a toute une part de la population qui est très sensible, justement, et en particulier qui ouvre ses chakras avec l'art, grâce à l'art. Alors qu'au contraire, la plupart des gens ferment leurs chakras dès qu'on parle de science. Des vieux traumatismes d'enfance, de profs de maths impossibles, des choses comme ça, qui ont construit des gens souvent rétifs à la science. Donc, ce que je trouve d'intéressant dans les festivals Art et Sciences et dans tout le travail Art et Sciences, c'est ça. C'est ouvrir les portes. Je dis les chakras, c'est pour rigoler, mais c'est un peu l'esprit. Arriver à décomplexer les gens et leur faire manger de la culture scientifique sans qu'ils s'en rendent compte. C'est un peu ça l'idée. Donc ce système d'ouvrir des portes, on peut le faire avec différents formats, différentes techniques et différents médias. Nous, par exemple, dans notre centre de sciences, on le fait beaucoup avec les réseaux sociaux, de manière un peu trash, en prenant des formats qu'ils ont l'habitude de voir sur des trucs un peu du tout et n'importe quoi qu'on trouve sur Internet. Et hop, on distille et on instille de la culture scientifique au milieu de tout ça sans que les gens s'en rendent compte. Donc en fait, l'idée, c'est de rentrer par effraction dans la tête des gens grâce à un média auquel ils sont sensibles. Et pourquoi pas l'art, pour ceux qui sont sensibles à ça. Tous les scientifiques ne sont pas aptes à admettre ça, et tous les artistes ne sont pas aptes à comprendre la rigueur scientifique. La difficulté, mais c'est pas propre à l'art, c'est propre à toute médiation, c'est de respecter les deux parties de la même médaille, les deux faces. Et en particulier au niveau scientifique, c'est très compliqué d'arriver à exprimer de manière claire, concise et intelligible pour le grand public des choses qui sont tellement pointues, complexes dans le monde de la science. Donc les artistes doivent faire un vrai travail avant de se lancer sur des projets art et sciences. Parce que si on fait art et sciences avec juste ce qu'on trouve dans n'importe quel canard bâclé de vagues ondies de ce qu'on a découvert, ça rime à rien parce que le fond n'y est pas, la forme est pleine d'erreurs, etc. Donc ce qui est appréciable, c'est quand des artistes acceptent de rentrer vraiment dans le monde des chercheurs, que les chercheurs leur ouvrent les portes et qui font, l'idéal c'est la résidence un certain temps, comme on fait des résidences d'artistes ailleurs, des résidences d'artistes dans les laboratoires de recherche, ça c'est très fructueux. Et d'avoir l'humilité de la part des artistes de faire relire les textes ou de présenter la chose aux scientifiques, parce que parfois avec toute la bonne volonté du monde, on laisse des erreurs dans la sémantique ou dans la manière de présenter les choses, qui fait que ça induit chez le public des fausses images qui sont parfois bien entretenues, repris en gros titres dans certains journaux. Là, il y a des exemples à l'appel de choses qui sont mal comprises, mal interprétées, et qui après font des gros titres de journaux qui n'ont aucun sens scientifique. Donc il faut y faire très très attention dans le domaine art et sciences, parce que par définition, les artistes souvent ne sont pas des scientifiques à la base. Ça peut arriver, j'en connais. Des scientifiques qui se mettent à faire de l'art aussi, ça existe assez fréquemment, moi je connais. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors donc c'est le monde du silence-gueule, c'est ça pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement le fait qu'il y ait des données. C'est-à-dire que le public en général manque de données scientifiques. C'est triste à dire, mais en fait les gens parlent, ils ont des opinions, mais c'est basé sur rien. Là au moins, dans un spectacle comme ça, il y a vraiment des données. Parfois même de manière provocatrice, il y a un passage où c'est que ça. C'est le poulpe, je crois, qui balance des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Ça paraît être contre-productif parce que les gens ils n'en ont rien à faire des chiffres, sauf que quand on fonde un discours sur des données scientifiques exactes, il faut faire sa biblio correctement et régulièrement, à ce moment-là, le discours après engagé, politique ou social, a beaucoup plus d'impact. C'est ce qui se passe, vous avez interviewé Gilles Boeuf, c'est exactement la construction de ces conférences. C'est une pluie de données scientifiques. Évidemment, on regarde une courbe, on ne l'a pas forcément comprise, on ne sait pas les abscisses et les ordonnées, on n'a pas pris le temps, mais le chercheur est là, il explique, sur cette courbe, voilà ce qu'on voit, ça suffit. Et puis après, 3-4 données chiffrées. Et quand on dit après, il faut arrêter cette politique stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant la nature,
C'est pas du gaucho écolo, c'est du scientifique qui a vu les chiffres et qui en tire cette conclusion. Donc ça a beaucoup plus d'impact politique quand c'est appuyé sur des chiffres et sur des données scientifiques exactes. Et c'est ce que j'ai apprécié dans le spectacle hier soir, c'est qu'il y avait beaucoup de données, justement. Il faut y faire attention, de ne pas laisser les gens simplement dans l'art sans que ce soit vraiment posé sur quelque chose. L'humour, c'est important. L'humour, c'est vraiment une manière... Quand je parlais d'ouvrir les chakras, d'ouvrir les portes, d'entrer par effraction, l'humour, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est fort pour rentrer par effraction dans la tête des gens. Un sourire, ça décoince, et d'un seul coup, les gens les écoutent, ils entendent. Plus, mieux en tout cas, ça c'est certain, j'en suis persuadée. Alors tout le monde n'est pas capable d'humour, c'est ça qui est chouette chez certains artistes, quand ils peuvent, c'est bien. Et ce qui est sympa aussi dans le format qu'ils ont pris, c'est que je trouve que c'est très très tout public. C'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte, depuis les petits qui ont ce jeu d'acteurs rigolos avec des animaux qui perçoivent, qui connaissent, etc. Donc ça c'est sympa parce que les petits peuvent profiter, jusqu'au discours carrément engagé, voire parfois des traits d'humour avec un discours subliminal ou des choses qui passent quand même, justement. Et ça c'est pas toujours facile de faire un spectacle qui soit tout public. J'en connais pas mal qui soit jeune public, soit après, en dessous de 7 ans, il ne comprendra rien. Voilà, c'est intéressant justement ce format-là qu'ils ont réussi à faire, je trouve, pas mal. Alors mon métier, c'est d'apporter en fait un regard scientifique avec différents outils, que ce soit des animations, des expositions, des festivals, des choses comme ça, auprès du public non scientifique. Donc on appelle ça la médiation scientifique. En France, le plus grand centre de sciences, de médiation scientifique, c'est la Villette à Paris, la Cité des Sciences. Tout le monde connaît la Cité des Sciences, peu ou prou, à la Villette. Et il y en a des centres comme ça un peu partout en France. Moi, je travaille dans un centre qui s'appelle Cap Science à Bordeaux et qui est en charge de diffuser la culture scientifique sur l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, avec mes collègues de Pau et de Poitiers. Voilà. Et donc, alors moi, de formation, mais moi, je m'en sers pas dans mon métier, de la paléontologie. Moi, c'est de la vocation même, de petite enfance. Quand les autres faisaient des châteaux de sable ou jouaient à la corde à sauter, moi, je ramassais des cailloux, des fossiles, et voilà, ça c'est un truc... Si j'avais une autre vie, je ferais bien des sciences humaines et sociales pour comprendre ce que c'est que la vocation. Ça, c'est un truc intéressant. Parce que c'est... La vocation. Protéger les... Non, pas du tout. Le fait d'aspirer à un métier, ou à une activité, d'avoir une envie qui vous prend aux tripes, une vocation de danseur ou de photographe ou de tout petit, qui va te dire, tout petit, mais je veux devenir paléontologue, quoi. C'est les fossiles. Et puis la plupart des jeunes qui pensent paléontologie, ils pensent dinosaures. Moi, j'étais pas sur les dinosaures. J'étais sur les petits lamellibranches, les petits oursins, les ammonites, des petites bestioles, hein. C'est bizarre et doux. Enfin, je sais, j'ai des indices sur où et pourquoi, mais pourquoi ça se cristallise, qu'est-ce qui fait? Alors, j'ai beaucoup je pense énormément que la cristallisation se fait autour d'une rencontre de l'humain. On a des envies, on est intéressé, il faut déjà être intéressé. Et après, d'un seul coup, on rencontre quelqu'un qui sérieusement vous regarde vos petits cailloux, vous en parle. Et là, c'est génial. On dit, mais on va pouvoir apprendre, on va continuer. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la vocation. Tout le monde peut avoir des vocations, plus ou moins. On est gamin, on aime bien s'occuper des petites voitures, des machins. On n'y a pas forcément garagiste, sauf si le grand-père ou le tonton dit, tiens, viens m'aider dans mon garage. Et là, ça, d'un seul coup, c'est ça que je veux faire, de la mécanique. Alors après, on devient... C'est un sujet important, la vocation. Si tous les gamins pouvaient avoir une vocation, quelle qu'elle soit, ça tire en avant. J'ai jamais pu faire de la géologie à titre professionnel puisque c'était fermé complètement. Et peu importe, ça tire en avant. On fait des études parce qu'on veut devenir quelque chose qui nous obsède, puis la vie vous emmène ailleurs. Mais ça fait rien, ça tire. Oui, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Trouver une technique pour créer des vocations et à ce moment-là, manipuler la tête des gens pour qu'ils aient une vocation à s'engager, à protéger l'environnement. Ce serait merveilleux si on savait faire ça. C'est pour ça que je dis que c'est important de comprendre ce que c'est que la vocation. Parce que là, on pourrait être les rois du monde, positivement, bien sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je pense que c'est terrible parce que dans nos métiers, que ce soit artistique,
d'enseignement ou de médiation comme ça, on sème des graines. On les voit rarement pousser. Parfois, on a cette récompense sublime de voir, moi ça m'est arrivé très peu dans ma vie, mais quand Gilles aussi, ça lui est arrivé quelques fois, ou quand il y a une jeune fille par exemple qui vient, qui postule pour un stage de master ou je sais pas, quelque chose comme ça, et puis il dit en fait si je suis là c'est parce que il y a 15 ans j'étais venue à la fête de la science, il a fait une animation mais ça m'a marqué, depuis je veux devenir scientifique, et alors là c'est magique parce qu'on rencontre une des graines qu'on a semées, et ça c'est rare. C'est très très rare. Il faut vraiment le faire sans espérer avoir de retour. Et c'est la difficulté qu'on a d'ailleurs face aux financeurs. Puisque nos financeurs nous demandent des bilans, nous demandent des chiffrages, nous demandent des métriques. Mais des métriques de quoi? De vocation? J'ai discuté avec des gamins de CM2 et on me demande le retour sur investissement. Rendez-vous dans 20 ans. Si on arrive à les suivre, les cohortes on n'en a pas. On a beaucoup de retard sur ça. Moi, je rêve de pouvoir faire des cohortes comme ça, mais ça, en sociaux, ça se fait, mais il n'y a jamais eu de programme de recherche sur ce sujet-là, parce que médiation scientifique, tout le monde s'en fout. Donc c'est compliqué de répondre à la fois à cette exigence de retour sur investissement et du fait que, non, déjà, si on a réussi à intéresser un petit môme paumé dans sa banlieue, qui fait le con à taper le ballon, à casser les vitres des voisins, et qui commence par ça quand il a 6 ans, et puis qui termine après à Fleury-Mérogis, ce gars-là, si à un moment on l'a capté, et que d'un seul coup, il trouve que c'est génial de bidouiller dans un Fab Lab, et qu'il trouve un métier sur les machines à commande numérique un jour, ça on le saura jamais. Mais celui-là, s'il y en a eu 1 sur 100 qui a eu le clic, waouh, c'est super. Je dis, tu t'es pas embêté là? Non, c'était trop bien, c'est trop bien. Tu sais que ça c'est de la culture scientifique, ça c'est de la science. Mais vas-y mon grand, t'aimes ça? Si on arrive à faire ça, oui, sauf qu'on le sait jamais. En fait, quand dans la nature, une graine est semée, la nature prend le temps de la laisser germer, de la laisser pousser, et puis on prend le temps de la récolte. Alors que dans nos sociétés, on a besoin d'avoir tout de suite le fruit avant même que la graine ait eu le temps de commencer à pousser. Et du coup, on est coincé parce que dans nos métiers d'art, de science, etc., on a besoin du temps long, et que la politique agit dans le temps court, et qu'on est soumis à cette pression du retour sur investissement rapide par la politique. Et c'est tout notre travail de faire comprendre ça à nos chers financeurs, n'est-ce pas?